RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Daniel Obono. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a appris cet après-midi. Pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. Emmanuel Macron devrait prendre la parole d'ici quelques minutes. Selon les médias américains, les Ukrainiens auraient accepté le plan de paix de Trump, même si ce plan a été modifié, il a été amendé. Il reste à le présenter aux Russes. Est-ce que c'est un rebondissement inattendu? L'espoir d'une paix prend-il forme? Et il est souhaitable que la guerre s'arrête enfin pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes en premier lieu, pour ce peuple qui subit depuis plus de 3 ans maintenant cette invasion. La question qui se pose, c'est à quelles conditions et à quel prix les Ukrainiens et les Ukrainiennes vont le payer, parce que ce que l'on sait des éléments du plan de Trump, c'est que c'est un accord entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, qui bénéficie en premier lieu aux États-Unis d'Amérique, notamment à ces entreprises qui vont être subventionnées pour la reconstruction en reprenant une partie des avoirs russes notamment. Donc en fait, on a une transaction entre la Russie de M. Poutine et les États-Unis d'Amérique de M. Trump. Et tout cela se fait quand même à des conditions très restrictive pour la souveraineté ukrainienne. Et donc, de tout cela, il ressort, on verra ce qu'il en est. Vaut mieux ça, ce que vous dites, effectivement, parce qu'avec Trump, rien n'est jamais gratuit. Vaut mieux ça que la guerre? Écoutez, il ne faut pas la guerre. Voilà, il ne faut pas la guerre. Et cette invasion, cette guerre, ces crimes commis sur le territoire ukrainien n'ont que trop duré. La question, c'est assurer la souveraineté ukrainienne, garantir au peuple ukrainien la sécurité, et il faut que des garanties de sécurité soient, et nous le disons depuis le début, pour les deux parties, et pas uniquement pour les Russes, comme ça semble être le cas dans la transaction conclue avec les États-Unis d'Amérique. Et puis il est quand même à noter que dans tout cela, les Européens sont évacués, n'existent pas, ce qui est quand même un comble, parce que les questions de rapport sécurité, la modification ce que vous plan. dites en fait, là, correspond, les observations que vous faisiez correspondaient à la version initiale du texte, et précisément il a été modifié en concertation avec les Européens, notamment le Premier ministre allemand et le président français et le Premier ministre britannique. Alors on ne sait pas exactement ce qui en est sorti, on ne connaît pas le contenu final. Ce qu'on sait, je crois, c'est que sur 26 articles, 26 points que comprenait le plan initial, 19 ont été conservés à peu près tels quels, donc 7 auraient été modifiés. Mais est-ce que vous diriez tout de même que dans sa démarche, Donald Trump est un homme de paix ? Non, c'est le président d'un empire en concurrence avec une puissance plus qu'émergente, qui a émergé au niveau international, qui est la Chine, et qui a choisi de faire en sorte de pouvoir concentrer ses moyens et son attention dans cet affrontement qu'ils ont décidé, que la classe dirigeante états-unienne a décidé avec la Chine. Et donc, pour cela, il faut, de manière très pragmatique, faire en sorte que l'investissement militaire dans d'autres terrains, sur d'autres terrains internationaux, soit réduit au minimum. Et puis, c'est un capitaliste, et la guerre est une affaire aussi de capitaux. Et la question pour les États-Unis d'Amérique, c'est comment en profiter le maximum avec le moins de coûts possible et le plus grand de bénéfices. Donc, c'est tout simplement le déploiement d'un nouvel impérialisme. Oui, mais il y a des manières de continuer, et les conditions justement qui sont sur la table sont quand même des conditions au bénéfice très majoritairement des États-Unis d'Amérique, de son industrie, de son complexe militaro-industriel, de la même manière que les injonctions faites aux Européens d'augmenter leur budget militaire était une injonction qui était liée aussi à un approvisionnement pour la majorité des États européens aux États-Unis d'Amérique, avec le matériel américain et les fournitures américaines. Peut-être parle-t-on en l'air, parce que pour l'instant, les Russes n'ont pas répondu. Et
est-il probable, il est probable que Vladimir Poutine ne veuille pas de ce plan, ne veuille pas, en quelque sorte, de la paix? Écoutez, Vladimir Poutine est un dirigeant qui a envahi un autre pays, qui a piétiné le droit international et qui a pu, justement, pendant ces dernières années, y compris bénéficier d'un état du monde où le droit international a été affaibli. Et donc, c'est un dirigeant autoritaire qui a profité de cet affaiblissement des garanties données aux États, qui a profité y compris de la perte de légitimité d'un certain nombre d'acteurs internationaux dans la France et l'Europe au regard de ce qui se passe encore par ailleurs aujourd'hui en Palestine et à Gaza, et qui a disqualifié aux yeux du monde entier l'Europe, les pays occidentaux, comme des donneurs de leçons sur les droits humains et sur le droit international, sauf quand il s'agit de leur allié israélien. Et donc, oui, il a, à vrai dire, malheureusement, aujourd'hui, la main, et on l'a vu sur les tentatives américaines de ces derniers mois, pour imposer ces conditions. Et cela se fait à la fois au détriment du peuple ukrainien et aussi du peuple russe, qui subit au niveau politique et économique le régime de Poutine. Roselyne vous parlera dans un instant du service militaire que Emmanuel Macron veut remodeler, mais d'un mot peut-être, puisque Emmanuel Macron a parlé ce matin de la menace russe. Est-ce que vous pensez, dans des termes, il faut le dire, relativement inquiétants, est-ce que vous pensez que le président de la République surestime cette menace pour la France ? Et pour l'Europe? Je pense qu'il faut, en la matière, ne pas participer à tout ce qui pourrait être une escalade, même verbale, même rhétorique, parce que précisément, avec des dirigeants comme M. Poutine, n'importe quel prétexte peut être utilisé pour maintenir une position de domination, et là, pour le coup, militaire. Et je crois, par exemple, par ailleurs, que ces derniers mois et ces dernières années, l'attitude belliqueuse de dirigeants européens ont plutôt alimenté, justement, les prétentions russes et n'ont pas aidé, et ont amoindri, y compris la parole européenne et la parole française. Malheureusement, n'ayant pas d'autre véritable rapport de force que celui médiatique et verbal, le président de la République essaie de donner le change pour masquer la faillite de sa stratégie diplomatique. Et cela est malheureux. En l'occurrence, tout le monde échoue face à Vladimir Poutine. Mais je crois qu'il y avait une voix, il y a une voix et une responsabilité de la France. Et malheureusement, sur ce dossier comme sur d'autres, Emmanuel Macron n'a pas aidé à rendre crédible la voix de la France. Rappelez-vous, mais on va clore le sujet, mais rappelez-vous quand au début de la guerre, quand Emmanuel Macron voulait parler à Vladimir Poutine, il était attaqué de toutes parts. Je ferme la parenthèse. Vous vous en rappelez que nous avons toujours soutenu la parole du président de la République, justement, quand elle s'inscrivait dans un discours de désescalade et de diplomatie alternative, et pas que ces paroles. Donc nous avons à cœur que la France joue le rôle que sa responsabilité mondiale lui donne, et malheureusement, ces dernières années, ce n'a pas été le cas, et nous le regrettons. Dans 2 jours, Emmanuel Macron devrait proposer aux jeunes Françaises et Françaises la création d'un service militaire national sur la base du volontariat. Ces derniers jours, on a vu que la Belgique, par exemple, les jeunes Belges avaient reçu une lettre pour aller faire le service militaire, toujours sur la base du volontariat. Il y a d'autres pays. Et ces derniers jours, les propos du chef d'état-major de l'armée a créé l'émoi en déclarant qu'il fallait être prêt à perdre nos enfants. Quelle est la position de la France insoumise sur ce nouveau service militaire volontaire ? D'abord, notre position par rapport aux déclarations qui ont été proférées ces derniers jours et cette rhétorique militariste, et que ce n'est pas au chef d'état-major des armées de tenir de telles positions à des élus. Il est sorti de son rôle et il est regrettable. C'est le rôle du chef des armées de chef d'état-major de prévenir de l'État. Non, d'abord, ce rôle s'inscrit par rapport à une autorité politique. C'est le politique qui détermine quels sont les buts et quels sont les objectifs et quels moyens doivent être mis en œuvre. Le chef d'état-major et les dirigeants militaires obéissent
à un choix politique. S'il y en a un qui peut parler d'une éventuelle guerre, c'est bien le chef d'État. Non, encore une fois, non. Ce sont les politiques qui doivent décider. La question de la guerre est une question grave. Et ça doit rester du domaine du politique, du domaine de l'exécutif et du domaine régalien le plus plein possible. Encore une fois, ce ne sont pas des sujets qu'il faut traiter au détour d'une discussion avec des élus et dans ce rapport-là d'injonction. Parce que c'est une question, y compris sensible, sur la question de la jeunesse qui aspire certainement à autre chose qu'aller mourir pour on ne sait pourquoi d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on enverrait les Français et les jeunes Français et Françaises. Et encore une fois, malheureusement, je crois qu'il s'agit là à la fois d'une stratégie pour justifier, y compris ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'injonction faite par les États-Unis d'Amérique d'augmenter les budgets militaires et donc de donner un enrobage à tout cela. Vous ne voulez pas répondre à la question. Et d'autre part, malheureusement, là aussi, d'une stratégie, on se rappelle le SNU, qui a été ce gadget-là, qui a été utilisé, et dont on voit qu'il n'était pas pensé, il a été pensé n'importe comment, et finalement, ils ont fini par l'abandonner de manière un peu honteuse. Mais sur ce sujet, nous pensons que notre pays doit préparer et faire en sorte de garantir les conditions de la paix. La menace existentielle à laquelle fait face l'humanité entière et notre pays en particulier, c'est la question du dérèglement climatique. Et s'il doit y avoir un service civil citoyen comme nous le proposons, ça doit être avec une option pour la formation militaire, certes, et avec aussi l'option d'objection de conscience, mais surtout pour préparer au secours civil, pour préparer à la réparation écologique, environnementale. Ça, ce sont des enjeux qui, je pense, motiveraient y compris la jeunesse, plutôt que de leur promettre d'aller mourir sur des fronts pour on ne sait quel intérêt capitaliste. La campagne pour les municipales de 2026, le candidat LFI à la mairie de Grenoble, Alan Brunon, a été interrogé vendredi dernier par un journal local, notamment sur les questions de sécurité, alors que quelques jours plus tôt, à Grenoble même, un garçon de 12 ans a été blessé par balle dans une affaire liée au trafic de drogue. Et le candidat LFI, Alan Brunon, a donc eu cette réponse, je le cite, « Il y a une insécurité à Grenoble, mais mon équipe n'aura pas vocation à faire la chasse aux dealers ». Quel est le message qu'envoie le candidat LFI aux trafiquants ? Le message qu'envoie la France insoumise aux trafiquants, c'est qu'il faut mettre les moyens et que nous mettrons les moyens au niveau national, au niveau de la police judiciaire, au niveau de la police d'investigation, notamment financière, pour démanteler l'ensemble des trafics et démanteler la criminalité organisée. C'est un sujet là aussi... C'est à l'étranger aussi. Non, c'est en France. La racine est à l'étranger. Oui, mais pour cela, justement, c'est pour cela qu'il faut mettre les moyens d'une police d'investigation judiciaire et financière. La police financière s'attaque précisément aux réseaux internationaux parce qu'elle en a les moyens. Ce n'est pas aux policiers municipaux dont vous connaissez les prérogatives qui n'ont pas à intervenir sur ce genre de dossier. C'est absolument irresponsable de faire croire que ce seront les policiers municipaux qui pourront s'attaquer aux grands réseaux de trafic internationaux. Mais je réponds précisément à la question. Donc, il est tout à fait cohérent d'expliquer que quand il y a des polices municipales, ça ne peut pas être leur rôle et c'est mettre en danger. La police municipale s'attaque à des points de deal. C'est courant. Oui, mais d'accord, mais encore une fois, c'est pas qu'il ne peut pas le faire ou ne veut pas le faire. Ce n'est pas le rôle d'une police municipale. Ça n'est pas ce que disent certains maires, puisque c'est pratiqué. Écoutez, moi je vous dis ce que nous pensons, et par ailleurs, en termes d'efficacité, excusez-moi, vous disiez vous-même et vous insistiez sur la dimension internationale de ces trafics, la dangerosité de ces trafics. On parle de trafic d'armes, on parle de trafic de drogue, on parle de trafic d'êtres humains, et donc non, la police municipale nulle part, même dans les très grandes villes, n'a les moyens. Mais Daniel Obono, et juste, excusez-moi, puisque vous voulez parler de ce sujet. D'accord, mais parlons-en sérieusement. C'est une stratégie, y compris au niveau national, de déléguer un certain nombre de prérogatives régaliennes pour ne pas mettre les moyens dans la police. Pourquoi il dit on n'aura pas vocation à faire la chasse aux dealers? Mais je viens de vous l'expliquer en longueur, parce que nous avons le message, c'est continuer à faire leur business mais c'est tout le contraire de ce que je viens d'expliquer. Notre politique au niveau de la sécurité publique, de la tranquillité publique, vise précisément à mettre les moyens dans la police nationale
qui a la responsabilité de s'attaquer aux trafics internationaux. Et oui, mais vous aurez remarqué que nous ne sommes pas en responsabilité depuis 8 ans dans ce pays, et que oui, je suis d'accord avec vous, le bilan de toutes les politiques de démonstration, place nette, médiatisée par tous les ministres de l'Intérieur ne signe que leur échec à propos entier. Des municipales, toujours, à Marseille, c'est le candidat Sébastien Delogu, député LFI, qui a déchaîné les passions pour avoir dit qu'il représentait la DZ. Alors je rappelle que DZ, c'est l'abréviation de Jazaïr, qui signifie Algérie en arabe. Donc depuis cette vidéo a été vue des millions de fois, depuis qu'il a dit ça, tous vos collègues députés LFI s'emploient à expliquer qu'il ne parlait en aucun cas de la DZ Mafia. Dans ce cas, de quoi parlait-il ? Comment comprendre son propos quand il dit « on représente la DZ » ? Non, mais ma question est très simple. Oui, d'accord, mais vous demanderez peut-être à Sébastien Delogu d'expliquer son propos, et je pense qu'il l'a expliqué dans le cadre de la discussion qu'il avait. Mais si vous voulez bien parler des municipales... J'aimerais bien que vous me répondiez sur ce point. Vous avez des collègues qui ont accepté de répondre à cette question. Oui, mais moi, j'aimerais parler des municipales de manière globale et pas par les petites phrases. Et ça, c'est plus qu'une petite phrase. Non, parce que DZ Mafia ou Algérie... Non, mais écoutez, alors attendez, il n'y a absolument aucune ambiguïté, monsieur Rivière. Non, le candidat de la France Insoumise à la mairie de Marseille ne prétend pas représenter un réseau de trafiquants ou un réseau de criminels. Non. Et il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté. Et faire référence à une histoire qui est encore notre présent d'une relation entre la France et l'Algérie, et de parler à nos concitoyens binationaux, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose de scandaleux ni de choquant. C'est pas du tout ce dont je vous ai parlé. Mais du coup, de quoi parlez-vous ? Quel est le problème dans le fait de faire représenter ? On représente la DZ. D'accord. Et donc, c'est quoi le problème ? Je vous demande ce que ça veut dire. Écoutez, vous demanderez à monsieur Delogu ce que cela veut dire. Mais ce que vous insinuez en référence, vous le disiez, à un réseau de criminels... J'ai bien pris le soin de préciser que vous aviez tous dit, évidemment, il ne s'agit pas de la DZ Mafia. Voilà. Si ce n'est pas la DZ Mafia, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce qu'a dit Sébastien Delogu à ce propos ? Dites-le moi. Et vous êtes journaliste, puisque vous voulez absolument discuter de ce point-là. Mais c'est pas Sébastien Delogu qui est sur ce plateau, madame. Oui, d'accord, mais moi, je ne suis pas Sébastien Delogu. Et donc, Sébastien Delogu faisait une référence avec un propos sur une référence à Al Jazeera ou à une autre communauté ou à une autre histoire ou à la représentation de ce qui est l'identité de Marseille. Et à Marseille, les Marseillais et les Marseillaises ont cette identité large, internationaliste, et ça ne pose pas de problème. Si vous voudrez... je voudrais terminer. Hein. Non, mais peut-être... En 20 secondes. Excusez-moi, mais en fait, parler des municipales ne se résume pas aux petites phrases que vous découpez hors de leur contexte, sans y compris avoir été vérifier ce que explicitaient les uns et les autres, et de le réduire à cela. C'est quand même assez problématique qu'on en reste là sur les municipales, alors que c'est une échéance fondamentale dans le débat démocratique de notre pays. On en reparlera évidemment quand les échéances approcheront, et peut-être bien avant. Merci beaucoup. Merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission, à toute l'équipe technique. À très vite.